10 heures, nous pouvons démarrer. Alors, chers fonctionnaires stagiaires, chers étudiants, chers collègues, au nom de toute l'équipe de l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la journée des partenaires de l'Institut national supérieur du professorat d'éducation de l'Académie de Lille, sous un format atypique à distance. L'édition 2020 avait dû être malheureusement annulée en raison de la crise sanitaire et je me réjouis que nous ayons pu trouver, pour cette nouvelle édition 2021, un nouveau format particulièrement innovant et en tout cas, je l'espère et je le souhaite, particulièrement riche. Je félicite l'ensemble des équipes et des collègues de l'INSP engagés et investis pour la bonne organisation et la bonne tenue de cette journée des partenaires, et puis bien sûr en particulier Madame Laura Fiedler qui a assuré la conception et le pilotage collectif avec toutes les équipes et tous les acteurs impliqués, et dont bien entendu les partenaires qui seront au centre de cette journée. Événement majeur de l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France depuis près de 5 ans, cette journée permet à l'ensemble de nos partenaires et de nos étudiants de se rencontrer, de partager un temps privilégié, bien entendu, et aussi de tisser des liens durables pour la suite de leurs activités professionnelles. Qu'il en soit de l'accompagnement durant votre carrière ou de la mise en place d'un projet en établissement, ces partenaires sont des ressources précieuses dans le parcours d'un professeur des écoles, d'un enseignant, d'un conseiller principal d'éducation ou encore d'un psychologue de l'éducation nationale. Alors bien sûr, cette année a été tout à fait singulière, une nouvelle fois encore marquée par la crise sanitaire, et elle nous a toutes et tous amenés à nous réinventer dans nos interactions de formation. Mais elle nous a aussi appris que c'est en travaillant en collaboration, en innovant, en mutualisant nos ressources respectives que nous bâtissons ensemble un bien commun et que nous avançons. C'est ce qui nous a amenés à vous proposer cette journée riche en événements et en échanges avec le soutien et la participation de nos partenaires. Nous relevons ce défi collectivement et espérons que vous saurez y trouver à la fois les ressources et les outils nécessaires pour la construction de vos futurs projets dans vos fonctions, dans vos écoles et dans vos établissements scolaires. Cette année, l'ensemble des partenaires et des équipes de l'INSP se sont mobilisés pour vous offrir une programmation forte et enrichie par sa diversité et par ses formats. J'ai pleinement confiance et je sais que nous réussirons ensemble ce défi de la journée des partenaires en mode distanciel. Voici quelques éléments clés de cette journée pour que vous puissiez bien la situer. Des événements programmés en distanciel, une conférence d'ici quelques minutes et 52 ateliers de nos partenaires et équipes de l'Institut. Des ateliers qui sont au nombre de 422 et dans lesquels nous retrouvons 1020 participants au cours de toute la journée entre 10h et 16h. 2 solutions numériques sont mises à votre disposition, un site internet événementiel dédié à la journée des partenaires et une application Imagina qui vous offre des stands de rencontres avec les partenaires. Les partenaires sont au nombre de 47. Ce sont des partenaires institutionnels, associatifs, culturels, académiques et les organisations syndicales présents durant toute la journée. Vous avez également la possibilité de dialoguer directement avec ces partenaires tout au long de la journée sur l'application Imagina qui vous permet de prendre des rendez-vous, d'assister à des visioconférences et d'avoir des échanges de messages avec ces mêmes partenaires. Vous retrouverez bien évidemment toutes les instructions pour la mise en œuvre de cette plateforme sur le site internet de l'événement. Nous avons également des ressources et des outils sur les stands virtuels, mais aussi des salles de discussion ouvertes, outils par lesquels vous retrouverez les coordonnées de nos partenaires pendant l'événement, mais aussi bien entendu après l'événement. Et sur le site internet qui est dédié à l'événement, vous trouverez une bibliothèque numérique des ressources et outils de nos partenaires en libre accès, qui est organisée en 8 domaines thématiques. La thématique de la citoyenneté, dans laquelle on retrouve l'éducation socialement responsable, l'inclusion, l'égalité filles-garçons, le développement durable, etc. Deuxième thématique, culture, art, éducation, médias et histoire. Thématique suivante, pédagogie, numérique, santé et sport, sciences, prévention et international. Bien sûr, l'ensemble de ces rubriques seront régulièrement alimentées sur notre site internet. Vous retrouverez également la publication du guide des partenaires, édition 2021, enrichi pour plus de 90 partenaires qui ont bien voulu répondre positivement à notre appel pour y figurer. Vous trouverez également la mise en ligne du guide d'aide au montage de projets à destination des étudiants et des fonctionnaires stagiaires de l'Académie. Et puis bien sûr, également une page dédiée à l'éducation artistique et culturelle.
au nom de toute l'équipe de l'INSP. J'espère que cette journée saura correspondre et répondre à vos attentes et qu'elle sera marquée par de nombreuses rencontres. Avant d'introduire la conférence qui sera délivrée par Caroline Dezon, je vais céder la parole à M. Christophe Mondou, qui est vice-président formation tout au long de la vie au sein de l'Université de Lille et qui va à son tour vous parler et délivrer quelques mots d'accueil et de bienvenue pour cette journée des partenaires. Voilà. Cher Christophe, la parole t'est donnée. Merci, cher Sébastien, chers collègues, chers fonctionnaires stagiaires. Donc, je vais d'abord excuser le président Jean-Christophe Camard qui ne pouvait pas être là ce matin pour ouvrir votre 5e édition. Donc, je le remplace et c'est avec plaisir que je participe à cette ouverture et puis à l'événement puisque j'ai parcouru déjà le site et j'ai regardé les différentes propositions qui vous sont faites et il faut reconnaître qu'il y a une journée riche en effet sur ces enjeux. Alors, simplement, ce que je voulais dire sur quelques mots pour cet événement, 5e édition donc des partenaires, en même temps, je dirais, première édition avec l'INSP au sein de l'Université de Lille, donc là aussi, c'est un enjeu important dans les nouveautés finalement pour l'INSP. Et sur ces éléments-là, en tout cas, ce que je peux constater, c'est que l'INSP Hauts-de-France, finalement, fait des efforts considérables sur un certain nombre de sujets, et vous avez dû le constater pendant les enjeux de formation, puisque de ce point de vue-là, il y a des innovations de tout plan, je dirais, au sein de l'INSP. Innovations sur les enjeux pédagogiques, pour avoir visité les salles de l'INSP en vrai, je dirais, puisque là, aujourd'hui, on est en distanciel et le virtuel ne facilite pas forcément l'ensemble des relations. En tout cas, sur l'INSP en vrai, on a déjà des innovations importantes et je constate aussi qu'avec une année difficile, comme l'a rappelé Sébastien, avec ces enjeux-là, il y a eu aussi de l'innovation pour arriver à assurer finalement une journée aussi en virtuel, avec des éléments très intéressants. Et en tout cas, sur les enjeux de ressources qui ont été évoqués, pour avoir regardé un petit peu, c'était aussi finalement très, très intéressant, très important. L'autre élément que je voulais mettre en avant, c'est là aussi, puisqu'elle va être annoncée après, c'est que vous allez avoir une conférence juste après sur les problématiques de l'inclusion dans le monde scolaire. Et c'est là aussi pour montrer que c'est un enjeu de ce monde éducatif qui est aujourd'hui fondamental. Je rappelle aussi qu'au sein de l'Université de Lille, on essaye, nous aussi, avec l'INSP notamment, mais avec les autres composantes, avec l'ensemble de nos partenaires là aussi, d'avoir cet enjeu de l'inclusion, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Et donc, ce sera aussi intéressant de voir comment on peut, à travers cette conférence, en tout cas, proposer des éléments, je dirais, clés sur cette pratique et sur cette mise en œuvre. Enfin, la dernière chose que je voulais indiquer, en tout cas, c'était pour remercier l'ensemble des équipes de l'INSP pour la mise en place de cette journée, pour la qualité de ce qui a été mis en place. C'est pas évident, et vous avez dû le constater pendant cette année pour ceux qui ont déjà pratiqué la mise en place hybride ou la comodalité. Je pense que pour les futurs, je dirais, professeurs des écoles, en tout cas tous ceux qui vont travailler dans le monde scolaire, l'hybridation, la comodalité, ce sont des choses qui aujourd'hui seront plus connu qu'il y a quelques années, je pense, sur ces enjeux. Et je vois que les équipes de l'INSP ont en tout cas parfaitement travaillé sur ce volet-là. Voilà, dernière chose, en tout cas, c'est que je veux vous souhaiter une bonne journée. J'espère que le mode virtuel, puisque nous avons eu aussi nos journées portes ouvertes, par exemple, qui ont malheureusement aussi dû être en virtuel, ont montré qu'il y a quand même des éléments positifs. Tout n'est pas, je dirais, négatif derrière la mise en virtuel ou la mise en ligne. On peut tout à fait retenir des éléments positifs et probablement que dans vos fonctions, je parle pour les fonctionnaires stagiaires, là pour le coup, que dans vos fonctions, vous verrez qu'on peut aussi avoir finalement des éléments d'imagination, des éléments d'utilisation de cette hybridation, ou en tout cas des éléments qui sont aujourd'hui quelque chose qui presque, alors je ne vais pas exagérer, presque devenu classique là dans l'année, mais qui a ne serait-ce que 2 ans en arrière aurait paru peut-être soit étonnant, soit complètement hors sol. Voilà, c'est simplement ce que je voulais indiquer ici. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Le programme est magnifique. Je ne pourrai pas suivre, mais je sais qu'on m'a indiqué que la conférence notamment sera après en ligne aussi et sera susceptible d'être rediffusée. Donc, je pourrai voir un certain nombre d'éléments après. Donc, voilà, je souhaite une bonne journée à tous. En tout cas, bonne ouverture de cette 5e édition. Merci Sébastien. Cher Christophe, merci pour tes propos et puis pour l'ensemble des équipes de l'INSP qui sont effectivement complètement mobilisées sur cette journée et puis qui nous invitent aussi à réfléchir à la transformation de nos pratiques. Pour être en intervention dans cet amphi avec quelques collègues, on voit bien aussi que le mode hybride a néanmoins quelques avantages de ne pas être toutes et tous derrière nos écrans avec nos petites vignettes. Et on voit bien voilà, le plaisir que l'on a à retrouver petit à petit, en tout cas des modes de fonctionnement un peu plus classiques, sans en oublier pour autant, bien sûr, toutes les phases et étapes par lesquelles nous sommes passés. Alors je vais céder maintenant la parole à Caroline Dezon, qui est directrice adjointe
recherche et développement de l'INSP pour la conférence inaugurale qui a pour thématique l'inclusion en milieu scolaire, comment la favoriser à travers le partenariat. Je la remercie d'avoir accepté de délivrer cette conférence. La thématique est d'autant plus importante, comme Christophe vient de le souligner un instant, qu'elle est au cœur du projet de l'INSP et de notre prochaine offre de formation qui se déploiera à compter de la prochaine rentrée universitaire de septembre 2021. Et je ne doute pas que l'ensemble de nos étudiants et de nos fonctionnaires stagiaires se sont rendus compte dans leur activité de stagiaires au sein de l'Académie de Lille cette année, combien cette thématique et cette question de l'inclusion était pour nous absolument centrale. Voilà, chers collègues, chers étudiants, chers fonctionnaires stagiaires, cher Christophe également, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée des partenaires. Et maintenant, nous avons le plaisir d'écouter Caroline Dezombois. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des équipes de l'INSP et en particulier Laura Fiedler pour m'avoir proposé de faire cette conférence inaugurale. Je suis effectivement très contente de vous présenter cette thématique de l'inclusion qui est au cœur de mes travaux de recherche, mais aussi au cœur de mes préoccupations en tant que formatrice à l'INSP. Alors, je vais essayer de vous dresser un peu l'évolution historique de cette question de l'inclusion parce que je reste persuadée que si on veut comprendre les demandes qui sont faites aux enseignants en particulier, mais à notre société de manière générale, il faut qu'on comprenne comment on a construit en fait cette idée de l'inclusion. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inclusion, elle est au cœur de notre société et pour lequel il y a eu un certain nombre de lois, mais aussi, et donc des lois spécifiquement scolaires, mais aussi un certain nombre de déclarations d'ordre international qui ont permis en fait cette inclusion. Alors je ne vais pas revenir en fait sur l'ensemble des lois ou des changements historiques qui ont lieu, mais je vais juste vous présenter quelques éléments clés qui me semble important pour pouvoir comprendre quelles sont les demandes qu'on fait actuellement à l'institution scolaire. Alors, je ne reviens pas sur avant 1901, pour lequel la place des personnes en situation de handicap, alors on les appelait les handicapés d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans les terminologies qui sont importantes, mais pour lequel on faisait peu de cas en fait de ces personnes. D'ailleurs, on considérait qu'elles étaient à peine humaines et pour lesquelles on s'en préoccupait très peu. Il y a une première loi qui a été très importante du point de vue scolaire, c'est la loi de 1975 donc c'est la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées et pour lequel c'est une première loi d'orientation. C'est le premier texte de référence dans le cadre scolaire avant la loi de février 2005. Peut-être que tous et toutes vous connaissez cette loi de février 2005. Mais c'est celle qui a été en premier lieu un grand changement. Il y a un élément très fondateur de cette loi, c'est la remise en cause des niveaux d'éducatibilité. En fait, avant cette première loi, on considérait qu'il n'y avait pas d'éducatibilité possible chez les personnes en situation de handicap. En fait, on considérait qu'elles ne pouvaient pas apprendre. Et donc, puisqu'elles ne pouvaient pas apprendre, il n'y avait aucun intérêt à mettre en fait, des fonds pour leur permettre de développer leurs apprentissages. Il y a aussi un autre élément qui a été très important, c'est la réorganisation de l'orientation, pour lequel on a considéré qu'on pouvait proposer aux élèves en situation de handicap un certain nombre d'orientations qui étaient ségrégées, c'est-à-dire qu'on considérait qu'ils ne pouvaient pas être scolarisés avec les élèves ordinaires, ils n'avaient pas le niveau de compétence qui leur permettait de pouvoir être scolarisés, mais en l'occurrence, on leur proposait des filières à part. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 1980, l'école française est très en retard par rapport à d'autres pays d'un point de vue international, à la fois européen, mais également les pays anglo-saxons. Il y a eu un tournant qui ne concerne pas l'école, qui a été très important du point de vue de l'éducation inclusive. C'est la déclaration de Salamanque en 1994, pour lequel a été réaffirmé pour l'ensemble des personnes le droit à l'éducation. L'idée, c'est de considérer que tout le monde a le droit d'être éduqué, tout le monde a le droit de bénéficier d'un apprentissage. Et il y a un deuxième élément de cette déclaration, ça a été de mettre en avant une scolarisation en milieu ordinaire. Alors, ça peut nous paraître tout à fait évident en disant, j'ai tendance à dire à mes étudiants,
Si l'école n'est pas là pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, je ne sais pas pour qui elle est, mais il n'empêche qu'en 1994, ce n'était pas si évident que ça de mélanger, de permettre en fait aux uns et aux autres de pouvoir apprendre ensemble. L'idée, à mon sens, c'est vraiment une idée de service public d'éducation. Je vais vous citer un propos d'un inspecteur ASH qui dit souvent à la poste, on ne demande pas aux personnes pour écrire une lettre de savoir écrire et de ne pas faire de fautes d'orthographe et de grammaire. Je ne vois pas pourquoi à l'école, on demande aux élèves de montrer qu'ils ont le niveau de compétence pour pouvoir être scolarisés. Et je pense que ça a été vraiment, du point de vue de la déclaration de Salamanque, un élément fondateur. Il y a un deuxième élément de fondateur, en fait, de cette déclaration, ça a été le fait de changer de dénomination. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement dans les années 90 que le terme d'handicapé, le terme de déficient, en fait, portait beaucoup de stéréotypes et beaucoup de représentations négatives. Vous savez, les stéréotypes, c'est ce qui nous permet d'échanger avec les autres. Vous ne me connaissez pas, mais si je vous dis que je suis psychologue, vous voyez que je suis une femme et je suis formatrice à l'ESP, eh ben, je suis persuadée que vous faites une certaine forme d'idée de qui je suis, de quelles sont mes idées politiques, de ce que j'aime, de la manière de m'aborder. Eh ben, avec les personnes en situation de handicap, on était au cœur de cette thématique, ça a été de dire il faut changer la dénomination. Alors nous avons un terme spécifique à l'école, et pour le coup, par rapport aux partenaires, je ne suis pas sûre qu'à l'extérieur de l'institution scolaire, on connaisse ce mot, mais on a décidé d'utiliser comme terme la notion de besoin éducatif particulier. C'est une catégorie qui est beaucoup plus large en fait que celle d'élèves en situation de handicap, mais qui permet d'appréhender les élèves qui ont des besoins liés à une situation particulière, qui impactent la relation à l'école et aux apprentissages. L'idée, c'est vraiment le fait de raisonner sur tout ce qui peut faire obstacle aux apprentissages. Et du coup, tout ce qui peut faire obstacle aux apprentissages, ce n'est pas seulement le handicap. Il est certain que ces élèves ont plus de difficultés à apprendre que les autres élèves, mais en l'occurrence, on va avoir dans cette catégorie les élèves en situation de handicap, on va avoir dans cette catégorie les élèves allophones nouvellement arrivés et issus de familles itinérantes. Dans cette catégorie également, il y a les élèves malades et on a les élèves en difficulté d'apprentissage et donc qui sont scolarisés au niveau du RASEN. Donc vous voyez, cette catégorie est beaucoup plus large et permet vraiment d'appréhender la question du handicap de manière plus large. L'idée, c'est de considérer que le handicap est une caractéristique parmi tant d'autres, qui va nécessiter des aménagements, mais c'est également le cas pour des élèves allophones qui effectivement ne possèdent pas la langue et pour lesquels on va avoir besoin d'avoir un certain nombre d'aménagements, tout comme des élèves malades pour lesquels temporairement, parfois sur la durée, mais temporairement, on va avoir besoin de mettre en place un dispositif pour pouvoir les accompagner. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a des élèves haut potentiel. On le sait, généralement, la représentation qu'on a d'un élève haut potentiel, c'est un élève qui est rapide, qui apprend bien et pour lequel qui ne pose pas de problème. Mais en fait, un élève haut potentiel a besoin d'un certain nombre d'aménagements pour lui permettre d'être dans des conditions optimales d'apprentissage. Et puis les élèves décrocheurs. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi peut-être qui vient à l'esprit tout de suite de l'inclusion en cadre scolaire, c'est la loi de février 2005. C'est-à-dire que cette loi, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considère souvent que c'est une loi scolaire. Ça n'est pas une loi scolaire, c'est une loi en fait générale qui concerne le cadre scolaire, qui a un volet scolaire, mais qui a été beaucoup plus générale que ça. Et donc, cette loi a vraiment radicalement changé l'allure des classes sur le territoire français, mais également la manière dont on appréhende en fait le handicap à l'école. Alors, le premier élément de cette loi, c'est réaffirmer une scolarisation pour tous, la priorité en milieu ordinaire. Et je pense que ce qui est au cœur même de cette loi de février 2005, ça a vraiment été l'idée d'une logique de parcours. En fait, on a considéré qu'il ne fallait plus penser la scolarisation des élèves en situation de handicap comme un peu comme un pompier qui éteint un feu où on intervient.
on pense la scolarisation en termes de parcours, on envisage le parcours de ces élèves sur le long terme, avec cette idée de leur permettre une insertion sociale et professionnelle optimale, en envisageant différentes possibilités. Ça a mené également à la création, par exemple, de dispositifs d'inclusion. Vous connaissez peut-être les ULIS, les unités locales pour l'inclusion scolaire, et qui n'existaient alors ça s'appelait CLIS que dans le premier degré, et donc on a vu une multiplication de ces dispositifs, d'abord au collège, ensuite au lycée, et on peut croiser les doigts, c'est en projet, je ne sais pas si ça a déjà été créé, mais l'enseignement supérieur devra être également concerné par ces ULIS, c'est-à-dire que l'idée, si on pense à un parcours de scolarisation jusqu'au bout, c'est aussi permettre à ces élèves de pouvoir bénéficier d'un enseignement supérieur qui leur permette de pouvoir continuer leurs études. Il y a un autre élément de cette loi, c'est l'idée de compensation du handicap. Ça a été de dire qu'on doit pouvoir aménager à la fois les examens, mais aussi l'apprentissage. J'y reviendrai après. Peut-être une des difficultés les plus importantes du point de vue de l'inclusion, c'est la question de l'évaluation qui pose problème à chaque fois, c'est-à-dire de dire les enseignants et la société civile de manière générale, j'y reviendrai après sur la question des enseignants en particulier, et des personnels éducatifs de manière plus générale, on est relativement d'accord pour dire qu'il faut permettre aux élèves de pouvoir apprendre. Sur l'évaluation, c'est toujours un peu compliqué, pour lequel on entend parfois le fait de dire bah oui, mais en même temps, il a eu une note avec une évaluation adaptée, c'est-à-dire que je lui ai proposé un texte à trous, par exemple, bah, je ne peux pas lui donner de note. J'ai souvent tendance à dire aux étudiants, si ici je vous demande l'égalité et donc à ceux qui portent des lunettes d'enlever leurs lunettes parce que je trouve que ce passe-droit pour écouter cette conférence et regarder le diaporama n'est pas normal, vous allez trouver que je suis un peu particulière, et bien c'est pareil pour des besoins d'ordre cognitif. Un élève qui a une déficience intellectuelle, qui ne peut pas traiter l'ensemble de la masse des informations, un élève qui est dyslexique, qui a des difficultés pour pouvoir lire un certain nombre de matériels, il n'est pas normal qu'il soit défavorisé dans les évaluations par rapport à d'autres élèves. Et donc l'idée est de pouvoir appréhender les besoins des élèves et des compensations qui permettent à chacun d'avoir le même niveau de difficulté et permettre à chacun de pouvoir développer leur apprentissage. Un autre exemple qui est assez éclairant, personne en EPS demanderait à un élève en fauteuil roulant de faire l'activité lors de l'évaluation sans son fauteuil roulant en lui disant « aujourd'hui tu vas faire un petit effort et tu vas te passer de ton fauteuil roulant parce que peut-être qu'un jour tu vas vouloir jouer au basket avec tes camarades et que t'auras pas et donc ils ne voudront pas que tu joues avec ton fauteuil roulant ». Ça viendrait à l'esprit d'aucun personnel éducatif. Et donc il y a encore des choses à jouer, à travailler du point de vue du handicap cognitif. Il y a un autre élément de cette loi, ça a vraiment été de mettre l'élève au cœur des préoccupations. Ça s'exprime sur différents niveaux, à la fois l'ensemble du suivi dont fait l'objet l'élève, et puis on va le revoir après, ça a été réaffirmé après, mais la place des parents, et donc les parents sont nos partenaires dans l'éducation des enfants, a été fortement renforcée, avec l'idée qu'il y avait la possibilité d'un choix de parcours de la part de l'élève et qu'il avait, comme tout autre élève, le choix de choisir sa scolarisation. Alors, j'ai décidé de vous présenter deux autres lois qui me semblent être importantes. La loi de 2013 avec une idée en fait de désinstitutionnalisation. Vous savez, on est dans une académie assez particulière par rapport au nombre d'élèves en situation de handicap d'une part et du nombre de structures médico-éducatives. Nous en avons un peu plus que dans d'autres régions, alors à la fois d'élèves en situation de handicap reconnus, mais également de structures médico-éducatives. L'idée a été de dire on ne peut pas prôner l'inclusion ordinaire en continuant à avoir des structures à part pour lesquelles les élèves en situation de handicap sont scolarisés et les élèves ordinaires dans des lieux différents. Alors cette désinstitutionnalisation, elle s'est concrétisée avec la création d'unités d'enseignement externalisées. C'est des classes qui sont au cœur des établissements ordinaires, qui permettent à des élèves qui sont dans des instituts médico-éducatifs, qui sont en situation de handicap, de pouvoir en fait participer aux activités et aux apprentissages au sein d'un établissement scolaire. Et puis,
un autre élément qui n'est pas anodin, il y a la question de l'inclusion qui a été inscrite dans le Code de l'éducation. Alors, une dernière loi, et j'arrête après sur ces éléments législatifs, mais qui me paraissent quand même fondamentaux, parce que ces éléments législatifs ont impulsé des modifications très importantes au sein des classes, et pour lesquelles l'INSP se doit en fait de pouvoir y répondre, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir accompagner les enseignants dans cette inclusion. Vous allez voir, le positionnement que j'ai, c'est de dire, effectivement, l'inclusion, c'est quelque chose de difficile, ça nécessite une réflexion, mais on a un certain nombre de possibilités pour accompagner les enseignants dans ce changement de paradigme. Alors, la loi de 2019 pour l'école de la confiance réaffirme un certain nombre d'éléments et met au cœur de sa préoccupation les parents, avec le fait de mieux accueillir les parents. Il y a également l'idée de simplifier les démarches, j'y viendrai après, mais c'est un vrai défi qui a été souligné par la recherche et pour lequel une des grandes difficultés de l'éducation inclusive, ça a été aussi l'ensemble en fait ce que certains auteurs appellent le marasme administratif, à la fois pour les familles, parce que pour connaître les parcours, c'est vraiment pas quelque chose d'évident, mais aussi pour les enseignants. Ça veut dire aussi de s'acculturer à différents projets, des projets qui peuvent être différents en fonction du type d'élève et qui du coup posent un certain nombre de problèmes pour cette mise en place de l'éducation inclusive. Mais j'y reviendrai un peu plus longuement par la suite. Dans cette loi, est réaffirmée également la nécessité des enseignants et des personnels éducatifs de s'adapter aux besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire de les prendre en compte et d'y répondre, et donc ça nécessite aussi de pouvoir les identifier. Dans cette loi est également réaffirmée la formation et l'accompagnement des enseignants. Sachez que pour la réforme des enseignants, un cadrage national a été donné à chaque INSP avec un volume horaire dédié à l'inclusion qui est incontournable sur l'ensemble du territoire, qui est effectivement qui montre vraiment cette préoccupation. J'y reviendrai après, mais l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France a décidé d'aller au-delà et d'accorder 10% de ces enseignements à cette question de l'inclusion. Et puis, on a également des mesures qui ont été faites sur des partenaires de l'école, et notamment les AESH, pour lesquels l'idée a été de professionnaliser les AESH. Vous savez, les AESH, c'est les personnes qui accompagnent dans les classes les élèves en situation de handicap. Et précédemment, elles avaient des contrats en fait relativement sur une année, et donc qui se renouvelaient pour pouvoir avoir une forme de continuité, pour pérenniser, pour éviter en fait des contrats précaires. L'Éducation nationale a proposé du coup une mesure plutôt de professionnalisation pour éviter un turnover, et qui est très bénéfique parce qu'elles peuvent monter en compétences, parce que ils et elles peuvent monter en compétences. Vous voyez, c'est l'effet des stéréotypes pour lequel ma représentation est plutôt une femme à ESH, mais je vous rassure, il y a des hommes à ESH, et donc ces personnes peuvent être formées, peuvent continuer et donc pouvoir progresser au sein de l'éducation nationale. Et puis on a également un service d'accompagnement, un numéro sur lequel les parents peuvent appeler, puis un accompagnement également des enseignants. Sachez que dans le Pas-de-Calais, des tiers-lieux sur l'inclusion sont créés qui permettent aux enseignants d'échanger sur leurs pratiques. L'ensemble des services académiques et de l'INSP se mobilisent pour pouvoir accompagner ce changement de paradigme. Alors, je ne vais pas vous le cacher, ça reste difficile. Je reviendrai après sur les obstacles à cette inclusion, mais effectivement, il y a des implications très fortes en fait dans la classe de l'inclusion. Alors, le premier élément qui vient tout de suite en tête, c'est l'hétérogénéité des élèves. Il est clair que l'inclusion des élèves en situation de handicap génère dans les établissements. Et ça ne concerne pas seulement les enseignants, ça concerne également les CPE, ça concerne également les psychologues de l'éducation nationale. En fait, les établissements sont beaucoup plus hétérogènes, avec la nécessité de prendre en compte des besoins. J'aime pas parler de profil d'élèves, mais en l'occurrence, ça nécessite une ingénierie à la fois logistique, pédagogique et éducative très importante. Ça vient aussi interroger les enseignants sur leurs pratiques au sein de la classe. C'est certain que
On peut envisager qu'un enseignant du second degré, un professeur de mathématiques par exemple, qui inclut un élève qui a des difficultés de lecture, c'est peut-être l'INSP a un rôle à jouer pour accompagner ce professeur de mathématiques dans justement l'adaptation de sa pédagogie. Alors, du point de vue, excusez-moi, ils ne sont pas dans le bon ordre, du point de vue de l'implication en classe, ça va nécessiter, et du point de vue des établissements, ça va nécessiter une adaptation de l'organisation. C'est-à-dire que très clairement, la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers de manière très globale, et pas seulement des élèves en situation de handicap. Je vous ai plutôt proposé des lois en rapport avec le handicap, mais ça se pose de la même manière pour l'inclusion, quel que soit en fait le type d'élève. Ça nécessite une réorganisation à la fois dans les classes, mais à l'échelle de l'établissement. Il est certain que des élèves qui ont des difficultés de communication ou qui ont des difficultés sociales, au niveau de l'établissement, ça va générer un certain nombre d'éléments. On a également besoin d'adapter ces pratiques, c'est-à-dire que comment je fais pour contourner un problème de lecture chez un élève ? Comment je vais pouvoir faire en sorte qu'un élève qui a un problème de mémoire puisse accéder à l'apprentissage ? Ça va nécessiter d'aller au cœur même des processus d'apprentissage. Un certain nombre d'auteurs montrent bien que pour accompagner les personnels éducatifs dans cette réponse aux besoins éducatifs particuliers, peut-être que la clé, c'est comment fonctionne un adolescent et comment fonctionne un élève, c'est-à-dire de quoi il a besoin pour pouvoir apprendre. Si on veut pouvoir accompagner ce changement de paradigme, il faut qu'on sache, quand on propose par exemple à un élève de faire un résumé, quelles sont les fonctions cognitives qui sont impliquées dans le fait de faire un résumé. Vous voyez, vous me demandez de faire un résumé, je vais devoir dans un premier temps repérer les informations pertinentes dans le texte. Une fois que j'ai repéré ces informations pertinentes, je vais avoir besoin de la mémoire, c'est-à-dire de stocker en mémoire ces informations pertinentes. Ensuite, je vais avoir besoin d'organiser ces informations et je vais avoir besoin de passer à l'écrit, c'est-à-dire que si j'ai un problème, par exemple, pour écrire, je vais avoir toutes mes ressources cognitives, je vais mobiliser toute mon attention sur le fait de faire cette trace, c'est-à-dire que le fait d'avoir des difficultés d'écriture vont m'empêcher de faire le résumé. Et vous voyez, je pense que si on arrive à amener les enseignants à pouvoir repérer ce qu'ils mobilisent et ce sur quoi les élèves s'appuient pour pouvoir faire la tâche, on arrivera à les accompagner dans ce changement de paradigme. Il y a un dernier élément qui me semble être indispensable et pour lequel c'est assez nouveau, mais l'idée, c'est vraiment le fait de penser une autre pédagogie. Nous avons actuellement tout un mouvement qui vient plutôt en fait, du Québec, mais qui commence à venir en fait, en force chez nous. L'idée, c'est de penser une pédagogie nouvelle et notamment la pédagogie universelle. Alors, pour vous l'illustrer, je me suis mis à votre place et en fait, je remercie d'ailleurs Sylvie Seb pour les 2 diapos que je vais vous présenter, mais j'ai assisté à une conférence sur cette pédagogie universelle que je ne connaissais pas. Et en fait, les 2 exemples qu'elle a présentés d'un point de vue visuel m'ont permis de tilter directement sur ce que c'est. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire exactement la même chose. Je vous présente une première vidéo pour laquelle, vous voyez, on a donc un monsieur qui est en train de déblayer de la neige sur des marches et pour lequel l'élève en situation de handicap moteur dit « Pouvez-vous pelleter la rampe, s'il vous plaît ?» Et vous avez la personne qui répond « Plusieurs autres élèves attendent pour monter les escaliers. Dès que j'aurai terminé, je m'occuperai de la rampe pour vous. » Et l'élève répond « Mais si vous pelletez la rampe, tout le monde pourra entrer. » Je trouve que cet exemple est très éclairant et j'y reviendrai après. Je vous montre après une autre diapo, mais très éclairant. L'idée est de dire, ce n'est pas un travail supplémentaire qu'on demande au personnel éducatif. C'est le fait de penser en amont une pédagogie qui permette à tous et à toutes de pouvoir accéder aux apprentissages. Et donc, ça a l'avantage, du point de vue de l'éducation inclusive, de se dire, ce n'est pas des élèves qui génèrent plus de travail, ce n'est pas des élèves qui, du coup, nécessitent plus de temps de concertation. Si on arrive à former les personnels éducatifs à des pédagogies qui répondent aux besoins de tous, nous arriverons à considérer que ces élèves, de plein droit, sont présents parce que, de toute manière, on permet à chacun de pouvoir apprendre. La base de ce mouvement, c'est de dire
il n'y a pas un seul élève qui est identique et qui apprend de manière identique. On le sait, si on prend quelque chose qu'on connaît bien en psychologie qui s'appelle la métacognition, c'est-à-dire les procédures, pour pouvoir apprendre à faire une addition, les élèves vont utiliser des chemins différents. Ou une multiplication, j'ai un exemple sur la multiplication, je vais plutôt utiliser la multiplication. Vous avez des élèves dans un premier temps pour faire une multiplication qui décident de faire une addition. C'est-à-dire que 3 fois 15, ils vont faire, alors dans le pire des cas, ils vont faire 3 plus 3 plus 3 plus 3, 15 fois. Dans le meilleur des cas, ce n'est pas la procédure experte, ils vont faire 15 plus 15 plus 15, qui fait 15 fois 3. Et puis, vous avez des élèves qui vont pouvoir utiliser la procédure experte. Vous voyez, dans la construction de l'apprentissage, on a des élèves qui vont utiliser des procédures différentes. Et bien, le cœur de cette pédagogie universelle, c'est de dire, en fait, les manières d'apprendre de nos élèves sont différentes. Autant les prendre en compte, c'est-à-dire autant envisager tout de suite différents chemins pour leur permettre de pouvoir accéder aux apprentissages. Et si vous prenez des éditeurs d'ouvrages, il y a encore 10 ans, vous aviez des ouvrages estampillés bons pour les dyslexiques. Personne n'a encore osé dire bon pour les élèves avec troubles autistiques et bon pour des élèves déficients. Et en fait, ce qui était tout à fait à l'air du temps, je ne critique pas du tout ça, je pense que c'était déjà très bien de faire des ouvrages, mais pour lequel maintenant ils ont changé de paradigme. C'est bon pour tous. L'idée, c'est de dire pourquoi pas concevoir un enseignement directement avec l'ensemble des informations. J'ai des élèves qui ont des problèmes de lecture, soit dans ces cas-là, je fais une représentation imagée du texte pour lequel ils vont pouvoir s'y baser. Et puis je décide également de mettre un texte pour lequel ceux qui n'ont pas de problème de lecture, ils vont lire ce texte-là. Un règlement intérieur, expliquer des règles, par exemple dans un établissement, pour un CPE, l'idée, c'est de tout de suite penser, si j'ai des élèves qui ont des problèmes de compréhension, comment est-ce que je peux faire un outil qui permette l'accès à l'ensemble des élèves? Parce que mon objectif à ce moment-là, c'est bien qu'ils comprennent l'ensemble des règles. Et donc, c'est de penser en amont une pédagogie et une manière de fonctionner qui répondent à l'ensemble des individus. Alors, cette deuxième diapo me semble aussi très éclairante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pédagogie universelle, et d'où l'importance de la pluridisciplinarité dans la science, en fait, elle est venue d'abord des architectes qui, effectivement, ont pensé des lieux accessibles à tous et pour tous, pour lesquels, vous voyez, ce genre de construction permettent effectivement de ne pas dissocier, toi, tu es en situation de handicap, tu prends tel chemin et toi, tel autre. On répond tout de suite en fait aux deux et on a une appréhension humaniste, c'est-à-dire que notre société est faite de différences et ces différences, on les prend en compte pour ne pas exclure certains individus de notre société. Alors, je dois quand même admettre que ça reste compliqué. Je parle encore de compensation et d'adaptation pédagogique quand j'interviens auprès d'enseignants spécialisés et parfois il m'arrive de dire « n'oubliez pas des supports différents pour les élèves ». J'ose espérer qu'effectivement on va encore plus s'acculturer sur cette appréhension des choses et qu'on arrivera encore plus à aller au-delà de ce qu'on fait actuellement. Alors, il y a un deuxième élément parce que j'ai embrayé tout de suite sur l'éducation inclusive, il faut la faire. Alors, je suis fonctionnaire d'État, donc je réponds que oui, il est clair, les lois sont claires sur le fait que nous devons mettre en place l'éducation inclusive. Il me semble quand même qu'un des arguments les plus importants pour l'éducation inclusive, c'est d'aller voir ce qui se passe du point de vue des classes. Est-ce qu'il y a des effets positifs de cette inclusion? Parce que je reste persuadée que, même si on me donne des injonctions, si je suis persuadée que l'inclusion ne fonctionne pas et que ça a des effets délétères sur les enfants ou sur les élèves, ça dépend de quel point de vue je me place, en fait, je risque d'avoir un certain nombre de réticences. Pour ça, il faut qu'on arrive à dépasser l'expérience personnelle. Il est clair que tout enseignant a peut-être rencontré des situations très difficiles pour lesquelles l'inclusion n'était pas du tout favorable pour certains élèves et d'autres qui ont eu des expériences positives. Pour ça, la science, c'est un grand mot, excusez-moi, en tout cas les recherches scientifiques qui utilisent des méthodologies objectives peuvent nous permettre en fait de pouvoir répondre à ça. Et alors, je suis très contente que ces mesures législatives soient en accord avec les effets. En fait, il y a une méta-analyse qui a été faite par Ruiz et Pisma. Une méta-analyse, ce sont des auteurs qui ont pris
plein d'études différentes sur l'effet de l'inclusion. Ils se sont intéressés aux élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi aux élèves ordinaires. Parce qu'un des obstacles à l'inclusion aussi parfois, c'est le fait de dire inclure un élève en situation de handicap dans la classe, ça va avoir des effets délétères sur les autres élèves et ça va ralentir l'apprentissage. Vous voyez, cette méta-analyse, elle montre que du point de vue des apprentissages, pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est majoritairement positif. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, les élèves apprennent mieux en classe ordinaire qu'en classe ségrégée, c'est-à-dire dans une classe à part. Du point de vue du développement socio-affectif, les résultats sont mixtes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'études qui font consensus. En fait, on a quasiment un tiers des études qui montrent que ça a des effets positifs sur les développements socio-affectifs des élèves, sur la manière dont ils vont se percevoir, dans la manière dont ils vont s'appréhender. Ça fait référence à l'estime de soi qu'on connaît tous. Un tiers des études montrent qu'on est intermédiaire, c'est-à-dire que ça a un effet neutre. Et on a un tiers des études qui montrent qu'en fait, ça a des effets délétères. Alors, on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus. On sait qu'il y a un certain nombre de processus de comparaison qui pourraient avoir des effets négatifs sur la perception de soi. C'est vrai que, vous voyez, pour un élève en situation de handicap qui a un écart à la norme important, par exemple, qui arrive au collège et qui ne sait pas lire, quand il va se comparer aux autres élèves de sa classe ordinaire, il va se rendre compte qu'effectivement, son niveau de compétence, il est très éloigné par rapport aux autres élèves de la même classe d'âge que lui. Et donc, on sait que ces comparaisons-là peuvent avoir un effet en fait négatif. Pour d'autres, soit les élèves en fait sont préservés parce qu'on arrive aussi à pouvoir contourner ces situations-là et pour lesquelles les comparaisons ne sont pas toujours négatives. Puis enfin, on a certains élèves qui effectivement voient dans l'inclusion des formes de promotion sociale. C'est vrai que la manière dont on concevait l'inclusion, vous voyez, jusqu'à 2005, en fait, les élèves devaient faire la preuve qu'ils avaient le droit d'être scolarisés, qu'ils avaient un niveau de compétence qui était suffisant pour être scolarisés en classe ordinaire. Alors, on disait, toi, tu as le droit parce que tu as le niveau, toi, tu n'as pas le droit. Depuis 2005, on n'a plus le droit de raisonner comme ça, même si dans les faits, soyons clairs, il arrive parfois que l'écart à la norme soit tel que les adaptations pédagogiques dans la classe soient trop compliquées à mettre en place et pour lesquelles on raisonne encore de ce point de vue-là. Donc vous voyez, du point de vue du développement socio-affectif, on se rend compte que c'est assez mixte, mais en tout cas, si on prend les apprentissages, l'inclusion est tout à fait favorable. Si on s'intéresse aux élèves ordinaires, et je le répète, je pense que c'est un élément pour lequel on ne peut pas faire fi de cette question des autres élèves dans la classe, sinon on risque d'avoir un levier de bouclier des parents et en conséquence des élèves de la classe qui effectivement pourraient refuser en fait cette inclusion. Et donc là, c'est aussi un message rassurant. Dans la majeure partie des cas, on a des effets neutres, c'est-à-dire que la présence d'élèves en situation de handicap n'a pas d'effet sur les apprentissages. Je dois admettre que quand j'ai lu cette méta-analyse, j'étais assez surprise parce que j'ai toujours considéré que le fait de pouvoir inclure des élèves en situation de handicap dans un établissement ordinaire devait bousculer les pratiques en fait, de l'ensemble des personnels éducatifs et du coup devait les amener à se poser des questions qui ne se poseraient peut-être pas. Et je pensais que du coup, ils allaient être beaucoup plus efficients en fait, auprès des élèves. La méta-analyse montre que seulement dans 23% d'effets positifs, et vous voyez, on n'a que 9% d'effets négatifs. Alors vous pourriez me dire, oui, mais ces 9% sont importants. On est bien d'accord. Si à un moment donné, l'inclusion d'un élève est délétère pour l'ensemble de la classe, il est certain que ça reste quand même de la dentelle et pour lequel l'inclusion doit toujours être interrogée au regard des bénéfices pour l'élève à besoins éducatifs particuliers, pour les autres élèves, pour l'ensemble des personnels et pour lequel on peut les réinterroger pour voir les conditions les plus favorables. Alors, il y a une autre conséquence de ces lois, c'est également l'évolution de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et donc, vous voyez, par rapport à cette évolution du nombre d'élèves en situation de handicap, c'est très clair. Depuis la loi de février 2005, nous avons une augmentation notable d'élèves en situation de handicap. Alors, on va avoir
une augmentation encore plus importante. Sachez qu'il y a une réforme de l'offre médico-sociale qui a été demandée par le président de la République et pour lequel il est demandé que 80% des élèves d'IME soient scolarisés pour partie en classe ordinaire. Je tiens à rassurer les enseignants et l'ensemble des personnels éducatifs, pas forcément à temps plein, mais l'idée quand même, c'est de pouvoir penser cette inclusion de ces élèves, et donc on risque d'avoir également une augmentation très forte du nombre d'élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires. Ça veut dire aussi que la question du partenariat avec les organismes gestionnaires et notamment les IME, avec les personnels du travail social, va devoir se renforcer, parce qu'il est certain que pour certains élèves, un accompagnement global, à la fois éducatif, à la fois social, à la fois médical et à la fois pédagogique, va devoir s'opérer, et pour lequel ça va aussi nous bousculer dans nos pratiques pour pouvoir inclure ces élèves. Alors, c'est très positif, cette inclusion. Il n'empêche que je vous mentirais si je vous disais que cette inclusion, elle est optimale et pour laquelle on n'a plus rien à faire. En fait, le mouvement vers l'inclusion, il est encore difficile. Si je résume un peu tout ce que je vous ai dit par rapport au cadre législatif, on est passé d'une ségrégation à une intégration, avec maintenant cette idée d'inclure en fait les élèves et donc du coup d'une réponse en fait à l'ensemble des besoins. Ça reste très difficile pour l'ensemble des personnels éducatifs et je vais vous présenter un certain nombre de travaux qui ont été menés. J'essaierai d'esquisser quelques pistes, mais qui ne sont pas du tout révolutionnaires dans leur forme. Mais en l'occurrence, je vais essayer de vous illustrer un peu les difficultés dans cette mise en place. Alors, le premier élément qu'il faut savoir, c'est qu'on a un certain nombre d'obstacles qui sont explicites et implicites. De manière quasi automatique, le handicap peut faire peur. On peut être toujours un peu inquiet de savoir comment s'adresser à une personne en situation de handicap. Est-ce qu'on va faire une erreur ou pas une erreur dans la manière d'interagir avec cette personne? Est-ce qu'on a un comportement discriminatoire ou pas discriminatoire? Il y a aussi une méconnaissance, c'est-à-dire que cette méconnaissance, c'est de dire je ne sais pas faire, je ne vois pas comment je peux adapter mes supports ou adapter le fonctionnement de l'établissement. On va le voir, les enseignants font état de manque de formation sur cette problématique et donc se sentent pas du tout outillés, même si il y a des efforts. Les pôles inclusifs, les PIAL, je me souviens plus de ce qui est du A, c'est les éléments, je sais que c'est localisé, bon bref, les PIAL, en fait, sont des lieux quand même pour lesquels on peut mutualiser un certain nombre d'outils. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il n'empêche que ça reste des éléments qui sont compliqués. Puis 2005, c'est quand même assez récent, et donc il y a aussi des formes d'inexpérience. Si je n'ai jamais inclus d'élèves en situation de handicap qui présentent tel ou tel type de trouble, encore une fois, cette méconnaissance va m'amener à avoir un certain nombre de difficultés. Alors, je vais vous présenter une première étude qui a été menée, qu'on a menée sur les difficultés, et notamment, tout le mérite vient à Anne-Laure Perrin, qui est doctorante et qui est également conseillère pédagogique ici dans l'académie, et qui a pu relever un certain nombre de difficultés qui étaient pointées par les enseignants. Alors, je vais vous les citer de manière très globale, mais les enseignants font état d'insuffisance de matériel, d'insuffisance de moyens humains, de manque de formation, de manque de soutien. Et vous verrez que je vous présenterai une étude qu'on a menée ici sur l'académie sur le manque de soutien. Et puis, ils font également référence en fait à un manque de volonté politique, un manque d'impulsion et un manque de sens. La plupart du temps, dans les études qu'on a pu mener d'un point de vue qualitatif, on se rend compte que souvent, ce qui est avancé comme justificatif de l'inclusion, c'est le fait d'économiser de l'argent et donc de réduire un certain nombre de moyens. Pour le coup, j'espère vous avoir persuadé dans le tout début de ma présentation, et notamment du point de vue historique, sur le fait que c'est une évolution de nos sociétés occidentales
Et ça n'est pas que le gouvernement français qui décide de promouvoir l'inclusion, c'est bien un mouvement global à l'international de pouvoir justement répondre à l'inclusion des personnes vulnérables. Et je ne pense pas que l'économie d'argent soit au cœur du projet. C'est un projet politique au sens large, et il me semble qu'avoir des sociétés beaucoup plus humanistes, c'est quand même un beau projet, et considérer que l'école est un vrai service public d'éducation qui s'adresse à l'ensemble des élèves, ça me semble aller dans le bon sens. Alors, je vais maintenant me fixer sur un élément que j'étudie particulièrement avec beaucoup de collègues. J'ai peur d'en oublier en les citant, mais voilà, Anne-Laure Perrin, Michael Jury, Marie-Ose Marek, Marie-Hélène Delattre, ils sont assez nombreux, je vous en redirai d'autres, mais pour lesquels, en fait, on s'intéresse beaucoup aux attitudes envers l'inclusion. Alors, si j'essaye de vous définir les attitudes, c'est vraiment le fait d'évaluer un objet de manière plus ou moins favorable. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des attitudes envers la peine de mort. Vous allez être pour, contre, mitigé. En fait, l'idée, c'est de donner votre avis sur un objet, donc donner votre avis sur l'inclusion. Les attitudes envers l'inclusion, c'est la manière dont les personnes qu'on a interrogées, et on a fait des études sur les CPE, sur les parents, sur les enseignants, c'est la manière dont l'ensemble de ces personnels perçoivent l'éducation inclusive, sont favorables ou non à l'inclusion de ces élèves. Alors, de manière générale, on s'est rendu compte que, alors il y a peu d'études sur d'autres groupes que les enseignants, mais du point de vue des enseignants, on se rend compte qu'elles sont plutôt positives. Donc ça, c'est assez rassurant, c'est un premier palier. Je reviendrai après sur le lien entre attitude et comportement. En fait, vous voyez, c'est pas toujours parce que je suis favorable envers l'inclusion que du coup j'émets des comportements inclusifs, c'est-à-dire que j'adapte ma pédagogie. Et c'est pas toujours d'ailleurs parce que je ne suis pas favorable envers l'inclusion que je n'ai pas non plus de comportement inclusif. Je vais vous donner un exemple. Si je suis par exemple un enseignant et que j'ai un rapport à la loi très important et que j'ai très peur de mon inspecteur, il est possible que je sois complètement contre l'inclusion, mais que du coup, comme mon inspecteur me demande de mettre en place l'inclusion, je la mette en place. Donc vous voyez, on a une petite rupture entre ces attitudes envers l'inclusion et les comportements des individus. Quoi qu'il en soit, on sait quand même qu'au plus les individus sont favorables envers l'inclusion, au plus on a de chances qu'ils mettent en place de manière réelle l'inclusion. Et donc, vous voyez, c'est un premier pas. On s'est rendu compte que c'est plutôt positif du point de vue des enseignants. Alors, beaucoup d'études ont été faites sur ces attitudes envers l'inclusion et on a pu montrer un certain nombre de facteurs qui étaient liés, en fait, à ces attitudes. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs qui étaient liés aux enseignants, des facteurs liés aux enfants et des facteurs liés au contexte. Je vais vous présenter que sur les enseignants. Je vous parlerai peut-être un peu des autres groupes, mais ils ont été très très peu investigués, pour lesquels la majorité des études se font plutôt auprès des enseignants. Et donc, vous voyez, du point de vue des facteurs contextuels, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets du soutien perçu, j'y reviendrai après, des politiques nationales et des pratiques dans les écoles. On s'est rendu compte que pour pouvoir favoriser les attitudes envers l'inclusion, c'est-à-dire l'adhésion des gens par rapport à l'inclusion, le fait qu'ils disent l'inclusion c'est quelque chose de bien, on a bien vu dans des comparaisons internationales que les politiques dans les pays jouaient fortement dans les attitudes des enseignants. Ça veut dire que pour notre part, je vous ai dit qu'on était en retard, mais on est en train de rattraper ce retard. Ça veut dire que les nouvelles lois qui ont été promulguées, le fait de revenir sur l'importance de l'inclusion, et notamment dans les différentes lois, et notamment celle de 2019, on sait que ça a un effet sur les attitudes des enseignants. On s'est également rendu compte que les pratiques dans les établissements, le fait qu'on puisse avoir des personnes ressources dans les établissements qui mettent en avant l'inclusion, a des effets sur l'ensemble des équipes. Ça veut dire que l'INSP a un rôle à jouer dans les personnes que nous formons en formation initiale, pour lequel je reviendrai après, mais on a montré que contrairement à d'autres pays, les jeunes enseignants sont plus favorables envers l'inclusion que les enseignants plus anciens. En fait, on pense que simplement, le fait de rentrer dans le métier, de savoir tout de suite qu'ils auront à pratiquer l'inclusion, les amène à être plus favorables que des personnes qui, quand ils sont rentrés dans le métier, ce n'était pas forcément un élément qui était au cœur des pratiques.
Donc ça, vous voyez, le contexte global, d'un point de vue très général de notre nation ou d'un point de vue plus resserré à l'échelle des établissements, on sait que ça a des effets sur les attitudes envers l'inclusion. On a également des facteurs liés aux élèves. Vous allez me dire, c'est assez évident, c'est vrai, mais il est clair que tous les élèves ne sont pas perçus comme étant incluables. Il y a des élèves qui sont perçus comme étant plus incluables que d'autres. Si je prends par exemple un élève avec des troubles autistiques ou un élève avec des troubles moteurs, il est clair que les enseignants rapportent plus souvent le fait qu'un élève avec des troubles moteurs a plus sa place en milieu ordinaire qu'un élève avec des troubles du spectre autistique, qui se révèle également dans le taux d'inclusion. Si on regarde du point de vue national sur notre territoire, le pourcentage d'élèves avec des troubles du spectre autistique et des troubles moteurs qui sont inclus, on a une différence très forte, qui nous montre encore une fois que ces attitudes, nous avons un rôle à jouer pour modifier la perception de l'inclusion de la part des personnels éducatifs. Et puis enfin, on a des facteurs qui sont liés aux enseignants. Ça relève à la fois de leur expérience, donc je vous l'ai dit, chez nous, contrairement par exemple à des études anglo-saxonnes qui ont été réalisées et qui montrent que les plus anciens sont plus favorables envers l'inclusion, ben nous, dans quelques études qu'on a réalisées, on s'est rendu compte que les jeunes enseignants étaient plus favorables envers l'inclusion. On a également un effet du statut, rien de révolutionnaire, mais il fallait quand même le vérifier. Les enseignants spécialisés sont plus favorables que les enseignants ordinaires. Ça nous montre aussi le fait que l'idée de l'inclusion maintenant, c'est de dire on ne fait pas tout reposer sur l'enseignant spécialisé. C'est bien l'enseignant ordinaire qui, accompagné et épaulé par l'enseignant spécialisé, doit mettre en place l'éducation inclusive. Ben, on peut encore augmenter l'adhésion à l'inclusion des personnes, des enseignants ordinaires. Je m'excuse, c'est le terme qu'on emploie. C'est pas très joli du point de vue ordinaire, mais en l'occurrence, c'est comme ça qu'on caractérise l'enseignant des élèves, les enseignants qui interviennent auprès des élèves qui ne présentent pas de besoins éducatifs particuliers. Alors, certaines études ont également montré des effets du genre. Alors, elles ne sont pas toutes unanimes, mais on a des différences hommes-femmes. Par exemple, chez les parents aussi, il y a une étude qui avait été menée pour laquelle, là, à contrario, montrait que les pères avaient des attitudes plus favorables que les mères. Et du point de vue des enseignants, quand des études ont montré des effets du genre, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire les enseignantes étaient plus favorables envers l'inclusion que les enseignants. Et puis enfin, on a également un lien des attitudes avec les valeurs, c'est-à-dire ce que défendent en fait les enseignants, la manière dont ils conçoivent en fait leur mission. On s'est rendu compte que ça avait des effets du point de vue de leurs attitudes envers l'inclusion. Alors je vais vous présenter juste une étude, je l'ai choisie parmi d'autres, mais si vous voulez des exemples sur les autres types d'attitudes, de facteurs qui influencent ces attitudes, je pourrais. Cette étude, elle me plaît bien parce que je trouve qu'elle montre à quel point on peut avoir un soutien du point de vue des attitudes et pour lequel je pense qu'on peut vraiment travailler là-dessus. Donc je vais vous présenter une étude qu'on a menée sur le soutien perçu. En fait, d'un point de vue international, il y a des études qui avaient montré un lien de corrélation, et j'y reviendrai après, entre les attitudes envers l'inclusion et le soutien perçu. En fait, des études ont montré qu'au plus les enseignants se sentaient soutenus, au plus ils étaient favorables envers l'inclusion. Donc c'était des études anglo-saxonnes, et donc notre hypothèse, on n'a pas fait dans l'originalité, on a dit on voudrait répliquer cet élément-là du point de vue de la France. Alors on a posé l'hypothèse selon laquelle au plus les enseignants se sentent soutenus, au plus ils sont favorables envers l'inclusion. La première étude qu'on a menée, c'est donc une étude corrélationnelle pour laquelle on a interrogé 266 enseignants. Voilà, il y avait des enseignants ordinaires et des enseignants spécialisés. Et on leur a fait passer 2 questionnaires en ligne. Ils ont rempli un questionnaire d'attitude, c'est un questionnaire de MAA, et puis on a construit une mesure du soutien perçu. On leur a demandé dans quelle mesure ils se sentaient soutenus, à la fois dans les informations qu'on leur donnait, dans le soutien émotionnel également des équipes, et puis dans les outils qu'ils avaient à disposition. En fait, on a montré un lien corrélationnel, c'est-à-dire qu'on a montré que au plus ils se sentaient au plus ils se sentaient soutenus, au plus ils étaient favorables envers l'inclusion.
Ce lien corrélationnel, il est intéressant, mais ça reste un lien corrélationnel. Vous voyez, je pourrais vous montrer que c'est Nicolas Poirel qui avait utilisé cet exemple-là dans une conférence l'année dernière sur les neurosciences et qui disait un lien corrélationnel, je peux vous montrer un lien entre la grandeur des pieds et l'intelligence. Malheureusement pour ceux qui ont des grands pieds, heureusement pour ceux qui ont des petits pieds, vous êtes bien d'accord avec moi, le lien entre l'intelligence et la grandeur des pieds ne joue pas. Il y a une variable intermédiaire qui est l'âge et qui va faire que, effectivement, le lien entre quotient intellectuel et taille des pieds va venir jouer. Souvent, l'exemple qu'on donne, c'est sur la criminalité et le nombre d'églises. Effectivement, vous pouvez montrer un lien de corrélation entre le nombre d'églises et le nombre de meurtres dans une ville. Ce qui joue, ce n'est pas le nombre d'églises, vous le comprendrez bien, c'est la taille, en fait, de la ville. Du coup, on s'est dit, il faudrait qu'on aille plus loin et qu'on essaye de montrer un lien de causalité. Vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr que c'est parce qu'ils se sentent soutenus que, du coup, ils sont plus favorables envers l'inclusion. Et donc, on a voulu tester ce lien de causalité. Alors, vous voyez, c'est un peu compliqué pour tester un lien de causalité. J'ai mon avis sur le soutien, mais donc, du coup, on devait pouvoir agir sur les individus en tant que tels pour le fait qu'ils devaient se percevoir comme étant soutenus ou pas soutenus. Du coup, on s'est dit comment on pourrait influencer ça. On a décidé, en fait, de leur faire lire un soi-disant texte de journal. Donc, vous allez voir, je vous ai mis les photos pour lesquelles on a repris la charte graphique d'un journal en ligne. Et on leur a dit, est-ce que vous pourriez lire cet article de journal qui a été publié, je ne sais plus à quelle date, on a mis la date. Et en fait, dans ce pseudo-article de journal qu'on a complètement créé de nous-mêmes, on a manipulé le soutien perçu. On a, dans la première, voyez, dans la première condition, voyez le titre, on met éducation nationale, des mesures de soutien aux enseignants pour l'inclusion des élèves handicapés. Et en fait, on dit, voilà, alors on n'y est pas allé trop fort en disant tout est super, c'est génial, formidable. On a dit, il reste encore des problèmes, mais je me sens quand même beaucoup plus soutenue. On a un certain nombre d'outils. En fait, à travers la lecture de cet article de journal, on voulait amorcer en mémoire, on voulait leur permettre de se dire, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Dans une deuxième condition, là, on n'a pas du tout, on a été très factuel. On n'a pas du tout on n'a pas voulu influencer sur le soutien perçu. On leur a juste présenté les structures. Alors, c'était un journal qui apportait pas beaucoup d'informations, mais pour lequel on disait, il y a des structures pour tel type d'élèves, il y a des structures. En fait, l'idée, c'était d'avoir une condition contrôle, une condition pour laquelle il n'y avait absolument pas, on n'influençait pas du tout le soutien perçu. Et dans le dernier article de journal, là, on proposait aux participants de lire un article pour lequel il était dit c'est insuffisant, un enseignant disait je ne me sens pas du tout soutenu, moi je ne sais pas comment faire, les syndicats disaient on n'est pas au niveau, ça ne va pas du tout. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, et donc je reviens sur le nombre de participants. Nos participants lisaient l'un des trois textes, c'est-à-dire qu'aléatoirement, quand ils cliquaient sur le lien, ils étaient orientés soit vers le texte qui permet d'amorcer un soutien perçu positif, un soutien perçu négatif ou neutre. Voilà les résultats qu'on a obtenus. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on provoque, et quelles que soient leurs idées au départ de sentiments de soutien, en fait, on s'est rendu compte que nous avons bien des différences. C'est-à-dire que quand ils ont lu l'article qui pointait le soutien, ils sont plus favorables envers l'inclusion que quand ils lisent un texte neutre. Et ce qui est encore moins, là où ils sont encore le moins favorables, en fait, en gros, c'est quand ils ont lu un texte qui montrait le peu de soutien. Vous voyez, pour moi, c'est ce type d'études qui nous montre le pouvoir que nous avons pour pouvoir accompagner. J'attire votre attention sur le fait que nous ne les avons pas soutenus. Nous leur avons donné le sentiment d'être soutenus. C'est-à-dire que dans cette étude, et d'ailleurs, certaines études ont montré que ce n'est pas tant le fait d'être soutenu de manière réelle, c'est le fait d'avoir le sentiment, le fait d'attirer leur attention. Ça veut dire aussi que nous avons un rôle à jouer pour communiquer sur l'ensemble des outils qui sont à disposition des personnels éducatifs au sens large, du point de vue de l'inclusion. Et il y en a beaucoup.
C'est-à-dire que si vous prenez les associations, et on est dans la journée des partenaires, les associations de parents d'élèves en situation de handicap sont à la pointe parfois d'un certain nombre d'outils. On a des outils qui sont faits par des collègues de manière générale qui permettent de proposer des adaptations pédagogiques. On a une littérature scientifique qui est très claire et qui est encore en train de s'épaissir, mais qui nous permet de pouvoir mieux comprendre et pour lequel l'accès à ces ressources est un élément tout à fait indispensable. Juste pour qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste donner le sentiment d'être soutenu. Je crois que nous devons soutenir l'ensemble des personnels éducatifs parce que c'est un paradigme difficile à mettre en place. Et depuis le début, je ne vous ai pas parlé de ces difficultés et j'entends bien les difficultés des personnels éducatifs pour pouvoir mener à l'inclusion, mais je reste persuadée que sur le territoire national et international, nous avons des outils qui vont permettre d'accompagner ce changement de paradigme et que l'INSP a une responsabilité de ce point de vue-là. Et à ce titre, l'INSP prend pleinement sa part de ce point de vue-là, puisque sachez que, j'en ai parlé tout à l'heure, en termes de formation, et qui est un élément clé qui montre à quel point ça joue du point de vue des attitudes et des comportements inclusifs, on a une maquette de formation qui accentue fortement sur les formations à l'inclusion. Et nous avons également déposé avec trois autres INSP de Caen, Rouen et Amiens, un PIA 3, donc un plan d'investissement à venir, axé d'un point de vue scientifique sur l'inclusion pour nous permettre d'avoir des outils pour accompagner ce changement de paradigme. Et donc je reste persuadée que en créant des ressources, en innovant pédagogiquement, en donnant en fait accès à l'ensemble de ces outils, on permettra à l'inclusion de pouvoir s'imposer, qui me semble encore une fois être un élément primordial du point de vue de l'éducation. Alors, en conclusion, je ne vais pas faire très original, mais on peut quand même se réjouir d'un contexte de plus en plus inclusif. Et je pense que pour les élèves et les enfants et pour notre société, inclure des élèves différents, quelle que soit leur différence, est une force. Une société qui prend en compte des élèves les plus vulnérables me semble être une société qui fonctionne mieux. Et donc, on peut se réjouir de ce changement de paradigme. Les personnels éducatifs accompagnent au quotidien cette inclusion. Et puis, bien évidemment, je pense qu'on va continuer, et c'est d'ailleurs le projet dans les 5, voire 10 ans à venir pour le PIA 3, on va continuer à accompagner les personnels éducatifs par la formation, par le soutien et par l'accompagnement dans ce changement de paradigme. Et puis, l'INSP se posera aussi la question du point de vue de l'enseignement supérieur pour cette inclusion, c'est-à-dire que la montée en compétences également dans l'accompagnement des enseignants nous permettra également de monter en compétences en tant que formateur. Voilà. Alors, j'ai terminé 4 minutes avant. Je vous propose de les utiliser pour les questions, si vous le voulez bien. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, bonjour, vous m'entendez bien ? Parfait. Merci tout d'abord pour cette conférence qui a été vraiment très, très intéressante. Donc, on a en effet plusieurs questions à vous poser. Hop. Donc, notamment une première. Comment la scolarisation en milieu ordinaire peut être réalisée au sein des établissements en termes de partenariat, de ressources humaines, d'adaptation de programmes, qu'ils soient scolaires ou éducatifs ? Est-ce qu'il y a des premières pistes de solutions ? Votre question, c'est comment est-ce que l'ensemble des partenaires arrivent à travailler les uns avec les autres au sein de l'institution scolaire ? Exactement. Ok. Alors, en fait, l'idée des PIAL, c'est vraiment... Donc, vous savez, les PIAL, c'est vraiment l'organisation autour de la scolarité des élèves et pour lequel on va avoir, du coup, l'ensemble des AESH et pour lequel on va pouvoir déployer sur l'ensemble du territoire les personnels, en fait, ont été une grande avancée par rapport à ce travail partenarial. Ça reste encore difficile quand c'est des partenariats plutôt extérieurs. Vous avez des CESAD, par exemple, qui, eux, rentrent dans l'école avec des personnels très différents, qui peuvent être du social, du médical, je pense à des psychomotriciens, et qui accompagnent de manière très optimale, en fait, l'inclusion. Et donc, quand on a des élèves qui font partie du CESAD et qui interviennent, enfin, qui sont inclus dans des classes ordinaires, généralement,
le transfert d'informations se fait de manière optimale. Ce qui est peut-être un peu plus difficile avec les partenaires, c'est quand on a des partenaires extérieurs. Je pense par exemple à des orthophonistes, par exemple en libéral, pour lesquels effectivement on forme les enseignants pour les amener à pouvoir se mettre en contact avec les personnels nécessaires, mais pour lesquels ça reste un peu compliqué. Il n'empêche que quand même, la loi de février 2005 a instauré des équipes de suivi de scolarisation, donc qui doivent se tenir au moins une fois par an, donc pour le suivi de l'élève, et pour lequel est convié à cette réunion l'ensemble des personnes qui ont un lien avec l'élève en situation de handicap. Et donc c'est des lieux d'échange et de mutualisation des connaissances et qui permettent du coup de davantage en fait accompagner les élèves. L'élément, à mon sens, qu'on doit encore travailler, et c'est un des axes du PIA 3, c'est justement le fait de pouvoir travailler sur l'interprofessionnalité. Parce que, et je le vois sur, par exemple, des instituts médico-éducatifs et puis l'éducation nationale. Vous voyez, pour ma part, je parle toujours d'élèves. J'ai beaucoup de mal à parler de l'enfant parce que j'estime que dans les classes, on a surtout accès en fait à un élève. Les CPE ont peut-être un peu plus accès à l'enfant ou à l'adolescent, mais en l'occurrence, on a plutôt le versant en fait scolaire. Du point de vue des instituts médico-éducatifs, ils vont plutôt voir l'enfant. Et ça, cette rencontre-là, elle n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire que, et on l'a vu par exemple sur une étude qu'on vient juste de mener là. Vous voyez, par exemple, si j'ai une lésion au cerveau et que ça touche le centre de la mémoire, il est certain que si vous savez ça, vous savez que je ne vais pas pouvoir retenir les différentes informations. Donc vous allez pouvoir répondre d'un point de vue pédagogique au fait que vous savez que vous devez soutenir la mémoire. On a une catégorie très large d'élèves des troubles des fonctions cognitives, donc qui regroupe un certain nombre d'élèves, mais on sait quand même que, vous voyez, en termes de procédure, en termes de mémoire, on sait que c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, vous voyez, par rapport aux aménagements, ils sont toujours en lien avec le besoin de l'élève et parfois en rapport avec son trouble. Donc, ça veut dire que je ne vais pas demander à un élève qui a un problème de mémoire, je ne vais pas lui mettre une paire de lunettes ou un fauteuil roulant. Je m'excuse de cet exemple-là, mais il me semble quand même assez éclairant pour voir comment je peux l'accompagner. Et du coup, en termes de réponse, tout dépend ce que je dois compenser. Je vais vous donner des exemples très concrets. J'ai un élève qui est dyspraxique. Ça veut dire un élève qui a des difficultés du point de vue de la praxie, donc du point de vue de moteur, pour pouvoir écrire. L'aménagement dans la classe peut être le fait de le faire travailler avec un tuteur qui, lui, va prendre les notes. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai envie de pouvoir dépasser son problème pour écrire, pour lequel je vais demander à un tuteur de pouvoir écrire. C'est un premier aménagement de tâches. Un deuxième aménagement, ça peut être également du coopératif entre élèves. C'est-à-dire de me dire, je me retrouve avec des élèves qui ont un certain nombre de difficultés pour pouvoir accéder en fait, à certains apprentissages. Je sais que, par exemple, il a énormément de mal à formuler ses idées. Et bien, pareil, je vais faire plutôt des groupes qui vont être différents. Voilà le type d'aménagement qui peuvent être faits en fonction des besoins. Après, ça peut être également sur le niveau de compétence. Si je prends certains types de troubles qui provoquent des incapacités, je suis en fauteuil roulant, j'ai l'incapacité de me mouvoir sans mon fauteuil roulant. Bah, si je suis avec des troubles du spectre autistique, pour certains élèves, l'implicite ne sera pas possible. Et donc, ça veut dire aussi que je dois savoir que, alors si je suis CPE, les blagues implicites, j'oublie. Si je suis enseignant, un travail sur la compréhension de l'implicite, c'est quelque chose, en fait, pour lequel, ben non, au même titre que faire du basket sans fauteuil roulant, ce ne sera pas possible pour l'élève, ben c'est une compétence, en fait, pour laquelle que je vais mettre de côté. Je tiens à dire juste que le nombre de compétences qu'on ne peut pas atteindre avec les élèves reste quand même très minoritaire et que la plupart du temps, il s'agit juste d'un certain nombre d'aménagements. On a également évoqué les effets de l'influence, de par notamment les stéréotypes, les médias, les questions de confiance et d'accompagnement, entre autres, des élèves. Mais comment est-ce qu'on peut sensibiliser dès le plus jeune âge les élèves aux personnes en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers ? Parce que là, on parlait du coup des clés qui peuvent exister à destination de ces élèves-là et à destination des autres élèves de la classe. Comment, dès le plus jeune âge, on peut les habituer, leur permettre de s'adapter ? Alors, je pense que cette question-là, elle relève de quelque chose de beaucoup plus large sur la laïcité.
qui fait qu'il est clair que c'est dans le rôle de l'école de permettre aux élèves d'appréhender la différence et donc de pouvoir s'insérer. Donc je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Je crois qu'un travail sur l'égalité garçon-fille dans les établissements contribue en fait à une meilleure acceptation du handicap. Je tiens aussi à dire que, pour le coup, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là qui sont relayées par les familles d'enfants handicapés, mais en fait, les stéréotypes sur le handicap ne sont pas du tout négatifs chez les enfants, ils le sont plutôt chez les adultes. Moi, j'ai vu une vidéo pour laquelle on montrait des parents et des enfants qui souriaient en fait à une caméra, et donc on montrait ça à, pareil, des parents et des enfants, et en fait donc on rigole tant qu'ils sont pas en situation de handicap, et puis il y avait un enfant trisomique avec sa mère qui sourit, et là vous avez l'enfant qui continue à rire et vous avez les parents qui s'arrêtent directement de rire, et donc ça montre bien que les stéréotypes sur le handicap se construisent un peu plus tardivement. Et donc les élèves n'ont pas trop de difficultés par rapport à ça au départ d'acceptation. Elles vont se faire après en incorporant les stéréotypes de notre société. Donc je pense que si on veut modifier les stéréotypes des enfants, c'est surtout nos propres stéréotypes à modifier et notre société dans l'appréhension en fait du handicap. Mais c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est notre responsabilité globale de pouvoir inclure en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. Ça veut dire dans la fonction publique de pouvoir en fait laisser une place en fait aux personnes en situation de handicap. Je pense que les politiques également, je parle des politiques générales, mais aussi lors de la constitution d'un gouvernement, il me semble que promouvoir également la visibilité de personnes en situation de handicap, pas seulement pour le ministère du handicap, parce que je crois qu'en 81, il y avait une personne qui était effectivement en situation de handicap, mais je pense qu'aussi ces questions de visibilité sont des éléments importants pour que les enfants évoluent dans une société en fait, alors sans stéréotypes. Je pense que ça reste difficile, je ne suis peut-être pas assez ambitieuse, mais en l'occurrence, des stéréotypes qui ne portent pas préjudice aux personnes en situation de handicap dans leur insertion sociale et professionnelle. Merci beaucoup pour ces réponses. Il nous reste une dernière question. Vous avez donné notamment un exemple qui venait du Québec. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, idées dans d'autres pays pour la mise en place de l'inclusion dont on peut s'inspirer ici en France ? Je pense que j'ai cité le Québec parce qu'ils sont un peu à la pointe de ces thématiques-là, et donc pour lesquelles ils ont beaucoup travaillé en fait sur la manière d'appréhender l'hétérogénéité et la diversité dans les classes. Tous les pays s'y mettent, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de recherches qui sont faites dans des pays différents et qui permettent vraiment de pouvoir appréhender l'inclusion et donc pouvoir répondre à ces éléments d'inclusion qui, à mon sens, sont pas spécifiques au Québec. Je crois que la manière dont on peut inclure, c'est vraiment être à la pointe des processus d'apprentissage et du développement de l'adolescent. Je crois que la clé n'est pas toujours dans l'éducation inclusive et des travaux sur l'éducation inclusive, mais savoir comment un élève apprend à lire, apprend à compter, apprend à faire un résumé, apprend une langue étrangère. Quel que soit le niveau, je crois que tous ces travaux scientifiques vont nous permettre de pouvoir répondre en fait aux besoins des élèves. Et donc, vous voyez, c'est pas tant dans la littérature sur l'éducation inclusive que se trouve l'ensemble des clés, ce sont quelques clés. C'est-à-dire qu'en étant en psychologie sociale, ça m'intéresse de savoir dans quel cadre ces élèves évoluent et quels sont les obstacles implicites et explicites. C'est en gros l'objet de mes centres de préoccupation. Mais c'est qu'un aspect. Si on veut pouvoir accompagner les enseignants et les personnels éducatifs dans l'inclusion, il faut qu'on puisse les amener à devenir des experts pour identifier la difficulté. Parce que, vous voyez, très clairement, un élève qui ne se repère pas dans un établissement, par exemple, ou un élève qui ne sait pas faire un résumé, le premier observable que j'ai, c'est qu'il ne sait pas faire le résumé. Mais en dehors de ça, il ne sait pas faire le résumé. Mais la question, c'est pourquoi ?
Et donc, à quel niveau ça a bloqué? Est-ce qu'en fait, il a bien en tête son résumé, mais que c'est le fait de prendre les notes qui lui pose problème, parce qu'il est dysorthographique et qu'il fait plein de fautes d'orthographe et qu'il est bloqué par rapport à ça? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas l'écrire? Est-ce qu'en fait, c'est un problème de mémoire, parce qu'en fait, il a complètement oublié toutes les informations et il ne peut plus les organiser? Vous voyez, ça nécessite que les personnels éducatifs deviennent de véritables cadres de l'analyse des besoins des élèves. Pour être cadre, il faut que je sache exactement sur quelles fonctions cognitives, sociales et affectives je me base pour faire un apprentissage. Et donc c'est bien en amenant les enseignants et les personnels éducatifs à pouvoir identifier ces difficultés qu'on y arrivera. Ça veut dire que tous les travaux qui sont faits en didactique, en psychologie, tous ces travaux-là vont nous permettre de pouvoir comprendre et donc d'amener les enseignants à pouvoir repérer la difficulté. Une fois qu'ils ont repéré la difficulté, ils peuvent déterminer le besoin, c'est-à-dire de dire « Ah oui, mais son problème, c'est la mémoire. Ok, son problème, c'est la mémoire, comment je fais ?» Comment je fais? Je décide de lui donner une trace. Ah, ça ne fonctionne pas. Je décide, par exemple, avant de commencer, de faire un rappel des séances précédentes. Vous voyez, je modifie complètement ma manière d'appréhender. J'ai dans ma classe un élève qui a un problème de mémoire, systématiquement en début de séance. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Rappelle-moi, tu ne te souviens plus, toi tu sais, ok, tiens, on a une trace pour toi qui est là, tu peux t'y référer. L'idée, c'est de l'intégrer de manière globale. Et donc, les pistes, elles résident dans les fonctions qui sont déficitaires. On sait qu'un élève qui a des problèmes de mémoire, un élève qui a des problèmes de procédure, à l'école, tout au long de sa scolarité, ça va être problématique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir soutenir ces fonctions. Quand je dis soutenir, et je m'excuse parce que peut-être je donne l'impression que systématiquement c'est compensé, c'est aussi mobiliser la mémoire. Alors, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'une lésion au cerveau. Si j'ai une lésion au cerveau et que je ne peux rien retenir, ça ne sert à rien de travailler ma mémoire. C'est aussi ridicule que de demander à un élève dyslexique de lire un texte qui n'est pas adapté, en disant « tu vas t'entraîner au cas où ». C'est comme demander à quelqu'un en fauteuil roulant de ne pas utiliser son fauteuil roulant. Donc ça, quand on tombe dans une incapacité, ça ne sert à rien de travailler. Si on tombe dans une difficulté liée au trouble, dans ces cas-là, ça vaut le coup de le travailler. Et donc ça veut dire de mobiliser les élèves, de mobiliser la mémoire. Et donc au fur et à mesure où on va axer de ce point de vue-là, on devrait lui permettre d'être autonome. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. Je pense qu'on a tous appris plein de choses aujourd'hui. C'était du coup notre dernière question. Et pour le reste de la journée, du coup maintenant ça va se passer sur le site Journée des partenaires INSPE 2021. Encore merci beaucoup pour cette conférence. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.